Fin du conflit routier, les barrages levés partout dans le pays, comme l'ont demandé ce matin les deux syndicats de transporteurs. Les négociations reprendront le 1er mars. Les dossiers européens, le président Mitterrand reçoit le chancelier Kohl en ce moment même à l'Élysée. Un accord sur le démantèlement partiel des montants compensatoires agricoles pourrait être annoncé ce soir. Vive tension et grève générale aujourd'hui au Pays basque espagnol après l'assassinat hier d'un sénateur socialiste. Les obsèques en présence du Premier ministre Felipe González tournent à une manifestation contre le terrorisme. Liban, cessez-le-feu de principe, mais de nouveaux accrochages militaires à Beyrouth. Madame, Monsieur, bonsoir. Fini les barrages, attention aux bouchons. Sur toutes les routes de France, les poids lourds se sont ébranlés aujourd'hui. Les camionneurs ont repris le volant après une épopée de 9 jours qui teinte en haleine les pouvoirs publics et l'opinion, sans oublier les automobilistes. Hier soir, dans ce journal, Jacques Delors, Premier ministre par intérim, parlant des devoirs du gouvernement et des responsabilités des routiers, affirmait le caractère prioritaire de leurs revendications. Ce matin, les deux syndicats de transporteurs, jugeant qu'il s'agissait là d'une ouverture, appelaient les routiers à lever les barrages. Sur le terrain où la lassitude et les divisions commençaient à poindre, leur appel fut cette fois entendu. Bruno Lodreff. Ils partent, 8 heures ce matin sur l'autoroute Paris-Lille près de Gare au Nord, à quelques kilomètres au nord de la capitale. Le dernier carré, les irréductibles, ceux qui hier devant nos caméras déclaraient vouloir rester jusqu'au bout, doivent céder à leur tour. Mais c'est la rage au cœur qui lève le barrage. On a dit de partir, on s'en va. Nous attendons a été trahi par nos syndicats, comme d'habitude et pour pas changer. Bon, ce mouvement-là, il n'y en aura peut-être pas d'autres, mais enfin, on pourrait peut-être nous craindre un peu plus à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? On va être obligé d'aller travailler. Vous croyez qu'on n'a pas perdu assez de ronds comme ça? Mais enfin... Il a fallu attendre plusieurs heures avant de dégager totalement l'autoroute et de la rendre à la circulation. Vers midi, les voitures commençaient à passer. À 16h30, le PC de Rosny-sous-Bois annonce les 4 derniers barrages viennent d'être levés. La route reprend son image habituelle un peu partout en France. Dans la région lyonnaise, on lève les barrages avec le sentiment d'avoir gagné. La lassitude, les raisons familiales se sont mêlées de la partie. Je crois que tout le monde en avait marre. Le gouvernement en a pris conscience. Il y a 15 jours, hein, merde. Sur l'autoroute entre Montpellier et Narbonne, on a hésité longtemps. Ici, on ne voulait pas croire que les syndicats avaient demandé la levée des barrages. Ils font tout pour intoxiquer, raconter des conneries pour qu'on parte. C'est fini, bien fini. Lorsque les gendarmes ont apporté les téléx des syndicats avec le mot d'ordre « lever les barrages », alors on a commencé à y croire. Dans l'après-midi, ici aussi, on dégageait la route. En Haute-Savoie, le bastion routier le plus dur, là où tout avait commencé il y a 9 jours à la suite de grèves de douaniers de part et d'autre des Alpes, c'est dans la confusion, parfois dans la colère, mais dans le soulagement général que les routiers décidèrent de suivre le mouvement. Sur place, Isabelle Béchelet. Le bonhomme de neige des routiers en colère ne sait plus où donner de la tête entre les camions qui s'ébranlent. Il ne pourra pas résister longtemps au gaz d'échappement des poids lourds qui lèvent le barrage. Après l'asphyxie, la fonte le guette. En fait, au péage de Cluse, les routiers sont soulagés. La majorité d'entre eux n'attendaient qu'une porte de sortie acceptable. Avec la perspective de nouvelles négociations au ministère des Transports dès lundi, ils s'en vont maintenant aussi vite que leurs 38 tonnes le leur permettent. Évidemment, on ne dégage pas 3000 camions en quelques heures à peine, car il y a les formalités de douane et puis le fameux dédommagement de 2000 francs à toucher. Selon les responsables du barrage, pas de retour à la normale avant 3 jours, si tout va bien. Le repli est assez difficile parce qu'il y a énormément de camions, surtout de l'autre côté de la frontière, au côté italien. Il y a quelque chose comme 2000-2500 camions. Alors ça, c'est une affaire de la gendarmerie et on va leur donner un petit coup de main. On leur a donné quelques points qui étaient chauds et nous, personnellement, on n'est pas à les aider. C'est ce qu'on a fait depuis ce matin. Les irréductibles d'hier semblent aujourd'hui décidés à laisser la voie libre aux vacanciers du week-end, mais contrôleront-ils les derniers obstinés?
Les retours des vacanciers de février en cette fin de semaine ne devraient donc pas poser de problème autre que les bouchons habituels. Aux frontières italiennes, il faudra cependant quelques jours avant que les poids lourds qui y sont bloqués rendent au trafic sa fluidité normale, même si exceptionnellement les poids lourds pourront utiliser samedi et dimanche les tunnels frontières. À l'hôtel Matignon, M. Delors a présidé ce matin un nouveau comité interministériel pour examiner le dispositif mis en place afin que tout rentre dans l'ordre. Comme prévu, une deuxième table ronde avec les syndicats de transporteurs aura lieu le 1er mars, jeudi prochain, comme prévu, au ministère des Transports, et toutes les organisations syndicales concernées, y compris donc les syndicats de salariés, pourront y participer. Et dès lundi prochain, des discussions techniques s'ouvriront sur les problèmes de fond de la profession. Dès son retour d'Autriche en fin d'après-midi, le Premier ministre Pierre Mauroy a réuni les ministres qui ont suivi le dossier en son absence. Monsieur Fitterman, bien sûr, mais aussi Monsieur Bérégovoy, Monsieur Franceschi et Monsieur Delors. Notre règle a été celle de la fermeté tranquille, disait Monsieur Mauroy ce matin à Vienne. Il n'en demeure pas moins, Paul Amar, que la durée et aussi la nature très particulière de ce conflit ont donné du fil à retordre au gouvernement. C'est vrai, le gouvernement a dû être lui-même très surpris par le changement d'attitude des routiers, qui n'ont pourtant rien obtenu de plus que la semaine dernière. Mais il faut croire que Jacques Delors a su trouver hier, sur Antenne 2, les mots et peut-être davantage le ton pour débloquer la situation. Il s'en était pourtant fallu de peu pour que tout bascule. Il y a 2 jours à peine, le gouvernement, irrité, menaçait d'employer la force, et les routiers n'auraient peut-être pas cédé. Mais le pouvoir a finalement résisté à cette tentation. Pierre Mauroy n'a pas voulu annuler son voyage en Autriche. Il a misé sur la lassitude des camionneurs. C'était un pari risqué. Il l'a gagné, mais il ne crie pas victoire ce soir, et il a raison. Le conflit n'est en effet toujours pas résolu. Les routiers, s'ils ont repris le volant, n'ont pas envie d'être sympas pour autant, ni vis-à-vis des ministres, ni vis-à-vis de leurs propres représentants. Cela devrait inciter le gouvernement à tirer les enseignements de cette semaine folle qu'il a quelque peu désorientée, tout simplement parce qu'il connaissait mal ou parce qu'il ignorait les chauffeurs routiers qui, comme d'autres catégories sociales, les chauffeurs de taxi, les artisans, les commerçants, sont hostiles à tout contrôle, à tout encadrement et peuvent réagir violemment sans préavis. Et quand ils le font, cela peut gêner non pas la vie d'une simple entreprise, mais celle de tout un pays. Le gouvernement s'en est rendu compte, à ses dépens, à lui maintenant d'imaginer les moyens de prévenir ce genre de conflit et d'établir des relations nouvelles avec des hommes qui ont, dans nos sociétés dites modernes, le pouvoir de tout bloquer. En effet, quand une corporation découvre les pouvoirs publics et l'opinion avec elle, qu'elle a les moyens de bloquer littéralement le pays, quand les relais syndicaux n'opèrent pas parce qu'il s'agit de professions et de mentalités bien particulières, quand les médias deviennent en fait une dimension du conflit lui-même, la preuve est faite 9 jours durant que le conflit des routiers n'a pas été un conflit social comme les autres. Martine Gilson et Daniel Lecomte. Il va falloir qu'ils répondent. Sinon on fout l'économie en l'air. Ok l'ami? On ne peut plus faire marche arrière, c'est tout. On ne peut pas faire machine arrière. Vous voulez dire qu'on ne peut plus finir un mouvement? Un mouvement, si on l'a fini, on s'en sert, on va passer pour des cons. Il faut quand même comprendre on ne peut pas être là indéfiniment. Pendant une semaine, vous les avez entendus. Un langage pas comme les autres, pour une grève pas comme les autres. Pas comme les autres surtout parce que le moyen de pression, c'est le camion. Des 30 tonnes que l'on aime parce qu'on y passe sa vie. Mais des 30 tonnes qui peuvent asphyxier un pays quand on les bloque au coin des routes. Un conflit pas comme les autres aussi parce que les routiers n'ont pas de tradition, d'habitude syndicale, ni le respect des leaders. Comme d'habitude, la FNTR, ça fait 2 fois qu'ils se dégonflent. 2 fois. Une fois, ils ont fait marche arrière, et là, ils ont eu peur. Et c'est nous, chauffeurs, qui allons prendre maintenant. C'est un désastre, un désastre. Je suis dégoûté. Pas de respect des dirigeants syndicaux, pas de courroie de transmission et pas de science de la négociation, sauf peut-être, intuitivement, pour Michel Vasseur, le nom syndiqué, l'homme créé par le conflit. Moi je pense qu'un peu de calme maintenant permettrait peut-être d'aboutir. Mais Vasseur, plébiscité dans son fief en Maurienne, sera conspué lui aussi de l'autre côté de la vallée. À première vue, il semblerait qu'il soit fait embobiner. Il semblerait qu'il ait lâché. Je ne suis pas le seul penseur, beaucoup de gens qui sont comme moi qui l'ont vu. J'en suis conscient, un conflit pas comme les autres, enfin, parce que complètement médiatisé.
Pour s'informer, les routiers écoutent les radios et les leaders leur parlent par le biais des radios. Les organisations syndicales peuvent le dire. Et la CIBI, un moyen de se rassembler et aussi de faire circuler l'information. C'est normal de laisser partir les gens en vacances. Ça peut être dangereux quand même. Pas de tract, sauf les propositions Fitterman. Pour y croire, il faut les voir. Notre second devoir, c'est aussi d'accompagner le développement économique. Et je dois dire que parmi ces secteurs, celui du transport routier est considéré par nous comme prioritaire, comme un secteur productif. Après Delors et l'appel des syndicats, la grève s'arrête. Les revendications ayant presque toutes été satisfaites, le conflit sur la fin ne reposait plus sur rien. Il tournait à vide comme si sa seule fonction était de montrer le pouvoir des routiers et de l'expérimenter jusqu'au bout. Comme si en somme il y avait en jeu quelque chose de non dit, quelque chose comme une morale spécifique, un code particulier à respecter avant de reprendre définitivement la route. Ce conflit qui a fait tache d'huile dans plusieurs pays européens a montré aussi la paralysie et les paradoxes d'une Europe communautaire dont le principe fondamental pourtant est la libre circulation. Le gouvernement hollandais veut toujours réunir un conseil d'urgence des ministres des Transports malgré le refus de la France. Les compagnies d'assurance françaises et étrangères vont avoir fort à faire pour dédommager les transporteurs et aussi les propriétaires des marchandises longtemps bloquées. Le ministère de l'économie vient de donner des instructions aux préfets pour qu'ils viennent en aide aux entreprises touchées par les blocages routiers. Les dossiers doivent être examinés sans délai, qu'il s'agisse d'entreprises de transport ou non. Le dernier emprunt d'État fait recette, lancé samedi dernier pour un montant de 12 milliards de francs. Il vient d'être relevé à 18 milliards de francs en raison du succès rencontré auprès des souscripteurs. Ce sont deux élections importantes qui vont se jouer dimanche prochain à Draguignan et à la Seine. Importantes en raison des résultats serrés du premier tour, en raison aussi du climat politique local empoisonné par l'agression dont a été victime mardi dernier à Draguignan le maire sortant Édouard Soldani. À Draguignan, M. Soldani, qui conduisait la liste d'Union de la gauche, avait obtenu 48,32% des suffrages contre 45,64% à l'opposition, conduite par M. Claustre. Les deux listes d'extrême droite avaient totalisé quelques 6%. Mais au-delà des voix, il faut compter aussi maintenant avec une volée de plomb à Grives. Sur place, Pierre Alain. Une espèce de calme à la fois pesant et semble-t-il précaire s'est installé à Draguignan depuis l'attentat de mardi dernier. C'est discrètement que l'on vous parle de l'élection de dimanche, comme pour conjurer le sort, un autre drame dont personne évidemment ne veut. La tournure violente qu'a prise la campagne dans l'ancienne préfecture du Var a entraîné un dernier rebondissement. Les membres du Front National, qui avaient frôlé les 5% qui leur auraient permis de figurer au deuxième tour, ont choisi de ne pas choisir. Ils renverront leur carte à Jean-Marie Le Pen, car ils ne veulent pas donner de consigne de vote. Il faut dépolitiser maintenant cette élection. Ce qu'il va se passer dimanche, c'est une arène avec deux gladiateurs, et nous sommes placés en position d'arbitre dimanche prochain. Par conséquent, on nous demande de baisser le pouce ou le monter. Et c'est une situation qui nous est absolument intolérable. Combat des chefs ou combat politique, on sent une inquiétude latente, une certaine nervosité dans les états-majors des deux candidats, discrètement surveillés par des rondes de police. Côté opposition, Jean-Paul Claustre se dit menacé et dénonce la violence d'où qu'elle vienne. Il réclame en vain pour plus de sérénité le report du deuxième tour, qu'il considère comme un test national. Je crois qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui de campagnes nobles et d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas aujourd'hui d'élections mineures et d'élections majeures. Je crois que depuis mars 1981, incontestablement, c'est vrai, il faut le reconnaître, toutes les campagnes électorales ont été politisées. C'est ainsi. Je ne l'ai pas souhaité, personne ne l'a souhaité, peut-être pas non plus mon adversaire, mais c'est ainsi. On n'a pas eu de cadre de campagne électorale qui n'ait pas été politisée. Celle de Draguignan l'a été, c'est incontestable, je ne le nie pas. Je dirais à la limite, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, c'est un test national. Et pourquoi ne pas l'imaginer comme un test national? De son lit d'hôpital à Marseille, Édouard Soldani continue de mener campagne. Sa permanence transmet par téléphone aux habitants le message d'apaisement qu'il leur a adressé. La manifestation de soutien qui a suivi l'attentat a remis du baume au cœur de ses amis qui parlent, eux aussi, de nécessaire sérénité. Continuer le combat pour Draguignan. Nous, notre préoccupation, depuis l'attentat
horrible dont a été victime le président Edouard Soldani, c'était de ramener le calme dans la ville. Vous savez, tout débordement était possible. Alors, depuis mercredi après-midi, Draguignan a fait la démonstration de sa capacité, de sa volonté à demeurer calme et à voir cette ville retrouver toute sa paix. Alors c'est important pour le scrutin de dimanche. Je crois qu'il se déroulera dans le plus grand calme. L'élan de sympathie qu'a suscité vers lui l'attentat dont il a été victime, la décision de l'extrême droite de ne pas se prononcer, permettent peut-être à Edouard Soldani d'espérer conserver son siège. Mais si, comme le disent ses adversaires, il s'agit de chasser une gauche qui est au pouvoir ici depuis 24 ans, le résultat risque fort d'être serré, auquel cas la sérénité tant voulue n'est pas encore revenue à Draguignan. À la Seine aussi, l'attentat de Draguignan va peser sur le second tour du scrutin. Un second tour qui s'annonce très serré, puisqu'au premier tour, l'opposition avait obtenu 46,50% des voix, la majorité 48,37% et que l'extrême droite faisait un peu plus de 4%. Dominique Laury. Symbole de la division politique du pays, la Seine était hier soir coupée en deux, à la même heure, deux meetings à 500 mètres l'un de l'autre. Mobilisait les partisans des deux candidats à la mairie. Le même enthousiasme dans les deux camps. Charles Scaglia, le leader de l'opposition, fait d'entrée de jeu le parallèle entre ce qu'il appelle la gestion désastreuse de la mairie communiste et le bilan de la gauche. Notre ville de la Seine, c'est aussi le reflet de cet actuel gouvernement socialo-communiste. Le seul problème, c'est que pour nous, cela dure depuis 37 ans. Le leader de l'opposition, qui a obtenu 46,56% des voix au premier tour, doit, pour réussir, rassembler les suffrages du Front National. 4,07%. C'est peu. Pourtant, avec ses 1155 voix, l'extrême droite sénoise, filmée ici lors de la présentation de la liste, peut assurer le succès de Charles Scaglia. C'est elle qui détient, dans une certaine mesure, les clés du scrutin. Elle a d'ailleurs appelé, selon sa formule, à faire barrage aux communistes. Avec 46,36% des voix, Maurice Blanc doit, pour gagner, avoir le soutien des électeurs de gauche qui lui ont fait défaut au premier tour. Parmi eux, sans doute, des ouvriers des chantiers navals déçus par la politique industrielle du gouvernement. C'est à eux qu'il s'adresse. Mon adversaire accrédite l'idée que ce que j'ai obtenu de mes démarches auprès du secrétaire d'État à la mer ne serait que promesse électorale. Eh bien non, amis et camarades, pas de promesse électorale. Je confirme, persiste et signe. Reste que le Parti communiste joue ici une carte qui dépasse le cadre municipal. Va-t-il perdre un bastion, un de plus, ce qui confirmerait une perte d'audience enregistrée lors des dernières municipales partielles, ou au contraire se ressaisir, comme l'affirme Maurice Blanc? Réponse, dimanche soir. Par ailleurs, le Conseil d'État a annulé aujourd'hui les résultats des municipales de mars 83 à 7 dans l'Hérault, et le Conseil d'État a aussi confirmé l'inversion des résultats à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand qui, comme Limeil-Brévannes, a maintenant un conseil municipal où l'opposition est majoritaire face à un maire communiste qui reste en place. On votera aussi dimanche prochain au Pays Basque espagnol, dans un climat plus tendu que jamais. Hier, vous le savez, un sénateur socialiste de 40 ans qui conduisait la liste de son parti à ces élections régionales a été assassiné à Saint-Sébastien. L'attentat a été revendiqué par deux groupuscules indépendantistes différents. L'ETA militaire en a rejeté la responsabilité, mais dès hier soir, le gouvernement espagnol et le Parti socialiste lui en attribuaient la paternité. Le Premier ministre, Felipe González, s'est rendu aujourd'hui à Saint-Sébastien pour assister aux obsèques de l'homme politique abattu, Gérard Rinet. Felipe González, qui avait renoncé avant l'attentat à venir au Pays Basque, était présent aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à son ami personnel, le sénateur Enrique Casas. L'émotion était intense, toute la direction nationale du Parti socialiste et des milliers de personnes entouraient le cercueil du sénateur.
Quelques heures auparavant, le chef du gouvernement espagnol avait demandé au peuple basque de défendre sa liberté face au fanatisme aveugle. L'assassinat du sénateur pèsera lourd dans le scrutin de dimanche. Pour un grand journal espagnol, ce crime va transformer les urnes électorales en urnes funéraires. En tout cas, ces élections vont se dérouler dans un climat de violence jamais atteint depuis l'avènement de la démocratie. D'un côté, les irréductibles, partisans de la violence armée contre le régime de Madrid, de l'autre, ceux qui trouvent que déjà trop de sang a été versé. Les résultats de dimanche montreront si les partisans de la violence et du terrorisme ont marqué des points face à ceux qui cherchent de nouveaux moyens pour lutter contre ce terrorisme aveugle. Les combats continuent de faire rage sur le front de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Selon Téhéran, les forces iraniennes contrôlent maintenant la région au nord-est de Bassora, en Irak. L'aviation irakienne a riposté en bombardant des villes iraniennes. Le jeu des communiqués contradictoires continue. Y a-t-il ou non un cessez-le-feu au Liban ? Hier soir à Damas, l'un des médiateurs saoudiens affirmait qu'une trêve allait intervenir, mais aujourd'hui de nouveaux accrochages ont eu lieu au cœur de la capitale libanaise et dans la banlieue. Patricia Coste. Malgré tout, la journée a été plutôt calme aujourd'hui à Beyrouth. Les belligérants ont dans l'ensemble respecté un cessez-le-feu qui, symbole de la situation au Liban, a été décrété à Damas, mais n'a pas été annoncé officiellement aux leaders libanais. D'ailleurs, en fin de journée, des tirs de canon étaient de nouveau entendus dans la montagne et, en ville, sur la ligne de démarcation, des rafales d'armes automatiques reprenaient par moments. La 6e brigade de l'armée libanaise, favorable à l'opposition, continue ses patrouilles dans Beyrouth-Ouest. L'aéroport est toujours fermé et les soldats désœuvrés profitent de cette trêve. Le cessez-le-feu doit permettre aux responsables politiques de débattre du contentieux qui les oppose. Mais d'ores et déjà, un des leaders chrétiens, Camille Chamoun, a pris une position intransigeante, refusant tout répit à un gouvernement qui accepterait une paix syrienne. Revenons aux affaires européennes. Ce n'est pas de l'Europe des transports, mais de l'Europe agricole que le président Mitterrand et le chancelier Kohl s'entretiennent en priorité. En ce moment même, à l'Élysée, le chancelier allemand a répondu à l'invitation du chef de l'État qui parachève ainsi la préparation du prochain sommet de Bruxelles. Et le dossier agricole pourrait bien se débloquer ce soir. Michel Meyer. Le chancelier Kohl n'est pas venu à l'Élysée avec les mains vides. Il est arrivé avec un certain nombre de concessions minimes mais importantes en ce qui concerne le démantèlement des fameux montants compensatoires qui défavorisent les agriculteurs français. Il s'agit de permettre en quelque sorte une convergence franco-allemande, de donner le bon exemple par rapport aux autres Européens. Objectif de toutes ces manœuvres, eh bien, sauver le prochain sommet européen. Cette entente franco-allemande sert dans le même temps la stratégie de conciliation menée actuellement dans toute l'Europe par François Mitterrand, président en exercice du Conseil européen. Le président Mitterrand doit en principe annoncer ce soir le contenu de l'accord auquel seraient donc parvenus la France et l'Allemagne fédérale sur le dossier agricole, mais il n'est pas encore sorti de son entretien avec son hôte allemand. En tout cas, depuis le début de l'année, depuis que la France a pris la présidence du Conseil européen, M. Mitterrand a voulu, par une approche nouvelle, ranimer une flamme européenne qui vacille souvent sous le poids des dossiers et des blocages. Georges Bortoli. Depuis le 23 janvier, date à laquelle Mme Thatcher est venue à Marly, François Mitterrand a rencontré en un mois tous les chefs de gouvernement européens. Brève rencontre, bref voyage de M. Mitterrand d'un bout à l'autre de l'Europe, un vrai travail de fourmi que complète ce soir cette deuxième rencontre en un mois avec le chancelier Kohl. But de ces voyages, d'abord montrer aux petits pays, Grèce, Danemark, etc., qu'ils comptent dans la construction de l'Europe. Marque d'attention qui, évidemment, n'a pas déplu. Deuxièmement, en employant cette technique du tête-à-tête, dite technique du confessionnal, il s'agissait de cerner entre responsables les problèmes vraiment essentiels et de laisser la technique aux techniciens. Et troisièmement, de favoriser l'idée d'Europe politique, de volonté politique européenne pour évidemment renvoyer la technique à sa vraie place. Alors, aux
hit-parade de ceux qu'on juge à Paris les bons Européens, c'est-à-dire ceux justement qui sont sensibles à cette idée d'une Europe politique. On peut citer les 3 pays du Benelux, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. On peut citer surtout le chancelier Kohl, dont les déclarations actuellement témoignent d'un véritable lyrisme européen. Reste cependant à passer l'épreuve la plus difficile, puisque au début mars, M. Mitterrand va se rendre à Londres pour rencontrer une nouvelle fois Mme Thatcher et que les blocages éventuels restent entre les mains de Mme Thatcher. Alors, est-ce que Mme Thatcher va se sentir un peu isolée en raison du consensus relatif des 9 autres Européens? Est-ce qu'elle mollira un peu de ce fait? Cela n'est pas certain, bien sûr. Le président Mitterrand, en tout cas, se rendra à Londres le 5 mars prochain à l'invitation de Madame Thatcher. Et on attend toujours d'un instant à l'autre un communiqué du président de la République sur l'accord qui serait donc intervenu avec l'Allemagne fédérale sur le dossier agricole européen. Mais il n'y a rien de neuf pour l'instant. Un mot sur une enquête qui piétine, l'enquête sur le meurtre de cette petite fille de 7 ans enlevée le mois dernier en Lot-et-Garonne à la sortie de l'école et retrouvée 17 jours plus tard, morte et violée. Un témoin était entendu depuis hier matin, il apparaissait comme le suspect numéro 1. En fait, il a été relâché aujourd'hui par les enquêteurs. L'état de santé de notre ami Roger Coudert est stationnaire ce soir. Il est toujours dans le coma à l'hôpital de Lyon où il a été transporté hier après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale. Passons au sport maintenant avec le tennis. L'équipe de France mène logiquement par 2 victoires à 0 dans le match qui l'oppose à l'Inde pour le premier tour de la Coupe Davis qui a lieu à New Delhi. Yannick Noah, 5e joueur mondial, a facilement battu en 3-7 Ramesh Krishnan, 70e joueur mondial. Henri Lecomte, lui, a dû batailler un peu plus pour battre Amand Armitrage, le frère de l'autre, en 4-7. L'équipe de France, qui disputera le double demain, a pratiquement assuré dès ce matin sa qualification pour les quarts de finale, où elle retrouvera la Tchécoslovaquie à Prague. Beaucoup de tensions et de pression autour du boxeur Louis Acariès. Il est vrai que le Français va jouer gros demain soir au Palais des Sports de Bercy, puisqu'il va défendre son titre de champion d'Europe des poids moyens face au Britannique Tony Simpson, qui est réputé très dur. Acariès sait qu'une victoire peut lui ouvrir la porte du championnat du monde contre le redoutable américain Marvin Hagler, et c'est aux États-Unis, comme il le fait depuis 3 ans, que le Français a suivi un entraînement intensif. Corinne Pertuis. À New York, Louis Acariès a la vie dure. Pas de shopping ou de tourisme à son programme, seulement l'entraînement. À part un footing à 5 h du matin dans Central Park, Louis ne sort de son hôtel que pour se rendre dans une salle de la 42e rue, une salle bien connue des boxeurs puisque Mohamed Ali lui-même y a fait ses débuts. C'est la 2e fois que Louis Acariès vient dans cette salle. Il y est connu et très apprécié. C'est un très bon boxeur, très intelligent, qui en a dans la tête. C'est un boxeur qui a une bonne discipline et des ressources illimitées. Ici, aux États-Unis, la boxe, ça fait partie de la vie. C'est aussi un moyen de promotion sociale pour les Portoricains et les Noirs. L'école américaine est une école dure, mais si Louis est là, c'est surtout pour avoir la paix. Je viens ici pour travailler et bien sûr je pense que je récolterai les fruits plus tard. Mais en France ça m'est impossible car j'ai trop de distractions, trop d'amis. C'est un pays, c'est un beau pays parce que c'est le mien. Et ici je fais que travailler, mais en France je ne pourrais pas. Heure après heure, jour après jour, Louis Acariès teste sa résistance. Si c'est une épreuve pour lui, ça l'est aussi pour son père. C'est très dur. Je ne sais pas si je pourrais recommencer à faire ce que j'ai fait avec Louis depuis 13 ans. Je pense pas. C'est vraiment dur, et pour lui et pour moi. Vous êtes payé en retour, malgré tout. Au niveau satisfaction, pleinement. Et puis la consécration, j'espère qu'elle arrive. Si Louis Acariès réussit un parcours sans faute comme son père s'y attend,
il n'aura qu'un seul mauvais souvenir, son entraînement à New York. Fin des championnats de France de ski à Oron. Marie-Cécile Gros-Gaudenier, absente à Sarajevo, a remporté la descente dames. Chez les hommes, c'est la médaille de bronze de Sarajevo, Didier Bouvet, qui a conservé son titre au national de slalom spécial. Football, tirage au sort ce matin à Paris des huitièmes de finale de la Coupe de France qui se joueront les 17 et 21 mars prochains. 3 duels seulement, vous le voyez, entre clubs de première division. Lens retrouve sa bête noire Strasbourg et Mulhouse, le tombeur de Paris Saint-Germain, n'aura pas la partie facile contre Bordeaux, leader du championnat de France. Rapidement encore, les pronostics de Pierrette Bresse pour l'ouverture de Saint-Cloud demain. Le 2, le 5, le 4, le 18, le 11, le 3, le 19 et le 13. Brigitte Simonetta va maintenant nous parler du temps, mais d'abord des conseils traditionnels en cette fin de semaine où vont rentrer ou se croiser beaucoup de vacanciers de février. Oui, et Bison Futé est assez pessimiste pour ces 2 prochains jours. Alors, il vous conseille de partir demain en fin d'après-midi ou dimanche en fin de matinée. Mais d'une manière générale, le réseau sera chargé. Alors, pour éviter les axes les plus encombrés et surtout l'autoroute A6, voici donc quelques conseils. Si vous venez du Briançonnais, de la Maurienne et de la Tarentaise, à Lyon, prendre la nationale 7 en direction de Moulins et de Nevers. Ou bien rejoindre Bourges à partir de Saint-Pierre-le-Moutier par la nationale 76 et à Bourges, prendre l'itinéraire bis fléché en jaune vers Paris. Si vous venez de la Savoie et de la Haute-Savoie à Mâcon, continuez sur la nationale 79 en direction de Moulins et à la hauteur de Digoin, prendre la direction Nevers pour rejoindre la nationale 7. Ou bien passer directement par Genève, prendre l'autoroute vers Lausanne jusqu'à Nyon et en France rejoindre Dijon par la nationale 5. Enfin, pour aller de Dijon à Paris, en évitant les grands axes, prendre la nationale 71 puis la 19 à partir de Troyes. N'hésitez pas à appeler la sécurité routière pour la région lyonnaise le 16, le 7, le 854 33 33. Pour l'Est, le centre de Metz au 16 8 762 11 22. Enfin, pour la région parisienne, le centre de Reny au 16 1 858 33 33. Beaucoup de conseils et puis vous devrez prendre aussi en considération les phénomènes météorologiques, la brume, le brouillard, l'humidité, le froid, autant nous en apporte le vent. Quant aux nuages, je ne vous en parle pratiquement pas, regardez la photo satellite, c'est presque un jeu ce soir. Il fallait retrouver la France sous cette masse blanche. Heureusement, nous l'avons dessinée. Donc les nuages au nord ne bougent pas et au sud, la dépression sur la Méditerranée nous ramène les nuages par l'est. Résultat, sur notre carte, le plus mauvais temps touchera l'Aquitaine, les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, la Corse, le Jura et les Vosges en donnant des précipitations fortes, que ce soit sous forme de pluie ou sous forme de neige. Partout ailleurs, quelques éclaircies sur la Bretagne, mais surtout des nuages, du brouillard sur le nord-est. Peut-être quelques gouttes d'eau, peut-être quelques flocons de neige, mais en fait rien d'important. Le baromètre est en hausse, mais le thermomètre baisse encore de 1 à 7 degrés sur la moitié nord et de 2 à 10 degrés sur la moitié sud. Nous serons demain le samedi 25 février, le soleil se lèvera à 7h41, se couchera à 18h26, nous fêterons les Roméos. Un prénom difficile à porter. En vous demandant pardon pour ce léger retard sur nos horaires, mais l'actualité est bien chargée ces temps-ci. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec Hervé Claude pour un dernier journal à 22h45. Demain, 12h45, antenne de midi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.